Bienvenue à cette rencontre, à cette causerie avec Edoui Plenel. C'est le Club Suisse de la Presse est ravi de vous accueillir et l'Union de la Presse. Voilà, vous connaissez Edoui Plenel ou pas? En deux mots, c'est un journaliste engagé, on parlera beaucoup d'engagement aujourd'hui. C'est le cofondateur en 2008 du média Mediapart et c'est un auteur très très prolifique. Voilà, je vous invite à lire tous ses livres. Moi j'en ai lu, voilà. Il m'en a publié une trentaine et vous pourrez vous les faire dédicacer à la fin de cette conférence, ou plutôt de cet échange, parce que j'aimerais que vous posiez des questions. Donc on va commencer par parler de Mediapart, qui est un modèle éditorial unique et un modèle économique unique aussi, parce que Mediapart marche très bien. On parlera ensuite de son dernier livre, Palestine, notre blessure, et de son livre sur l'Europe qui va être traduit aux États-Unis. Voilà, vous venez de l'apprendre. Donc, je ne vais pas m'étendre sur la biographie d'Edoui Plenel, simplement peut-être vous rappeler qu'il a été directeur de la rédaction du Monde, qu'il connaît bien la Suisse. Il était jusqu'en 2015 chargé de cours à l'université de Neuchâtel, à l'Académie du journalisme et des médias. Donc, je ne résisterai pas quand même à lui poser la question, est-ce qu'il y a des pistes chez Mediapart qui pourraient être appliquées à la crise de la presse et des médias en Suisse romande? On vient de parler des médias à Genève. Voilà. Et puis, préparez-vous aussi à revenir sur le plancher des vaches médiatiques ici à Genève. Voilà. 2-3 informations récentes sur Mediapart qui vient de fêter ses 17 ans. Quelques chiffres aussi, chiffres journalistes économiques, pour nous expliquer les ressorts de ce succès. Bien, bonjour à toutes et tous et merci aux consoeurs et confrères d'avoir organisé ce débat, cette rencontre. Bon, Mediapart, c'est une histoire finalement assez simple. Nous étions au départ 3 journalistes du Monde. Aujourd'hui, on est 150 à Mediapart. Et en fait, on a vécu le début de la crise. Vous parliez de la crise des médias ici, de la crise à la fois économique et d'indépendance des médias en France, et notamment des 2 journaux un peu emblématiques de la presse indépendante, contrôlés par ces journalistes, par ces salariés, qui étaient Le Monde et Libération. Et du coup, on a voulu en fait faire un laboratoire, c'est-à-dire se saisir de la révolution numérique ou digitale, selon la façon dont on l'appelle, pour défendre ce que j'ai appelé la valeur de l'information. On a en fait anticipé ce qui nous arrive aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un adversaire, et c'est un paradoxe, qui est le règne, voire la dictature des opinions. Le droit de dire tout ce qu'on peut dire, y compris ce qui est innommable, ce qui est abject, ce qui viole le respect de la personne humaine, le divertissement au nom du blablabla des opinions. Or, une démocratie, ce n'est pas le règne des opinions. Pour qu'une démocratie soit vivante, il faut qu'au cœur du débat d'opinion, il y ait un rapport au réel, au savoir et à la connaissance. Cette question-là, c'est justement la responsabilité du journalisme. Le journaliste, le propre du journalisme n'est pas de nous apporter des opinions, vous en avez tous, nous en avons, mais ce n'est pas ça notre métier. Notre métier, c'est d'apporter des informations, des vérités de fait. Et donc la clé du succès de Mediapart, ça a été d'être sur cette ligne-là. Si vous prenez la vie publique française depuis 17 ans, vous pouvez énumérer le nombre de questions d'intérêt public qui n'auraient pas vu le jour si Mediapart n'avait pas existé. De l'affaire Sarkozy-Kadhafi aux affaires de MeToo dans le cinéma et en passant par plein d'autres. Et donc on a voulu défendre cette question-là, la valeur de l'information. Et on l'a défendue, je termine juste puisque vous m'avez demandé des chiffres, par une idée toute simple qui est que le contrat de confiance
entre un journal et son public, eh bien, se traduit par cet acte d'achat. Ça a de la valeur, donc j'achète. Et nous avons été pionniers à l'époque où tout le monde disait que l'information est gratuite sur Internet par le modèle de l'abonnement payant. Pour le faire simple, Mediapart est unique dans le paysage médiatique français, voire peut-être international par sa rentabilité. Mediapart est profitable depuis 14 ans. Mediapart a un taux de profit qui avoisine celui de l'industrie du luxe, entre 16 à 18% de résultats nets par rapport à son chiffre d'affaires. Et Mediapart est aujourd'hui à près de 250 000 abonnés, ce qui le place en 3e quotidien français par l'abonnement numérique, qui est le premier critère, derrière Le Monde et Le Figaro. Le Figaro a été créé au 19e siècle, Le Monde en 1944, et Mediapart n'a que 17 ans. Nous sommes le 3e et il n'y a pas de plafond de verre. Et là, la dernière année, Mediapart a fait un résultat net de plus de 3 millions d'euros. Et enfin, pour terminer, Mediapart non seulement ne vit que de l'abonnement, pas de subventions publiques, pas de mécènes privés, pas d'accord avec les plateformes Google, Amazon, Facebook ou autres. Et surtout, Mediapart a inventé un modèle de propriété totalement inédit, un peu inventé du trust qui garantit l'indépendance du Guardian. Mediapart est la propriété d'un fonds de dotation, le Fonds pour une presse libre, c'est-à-dire que son capital est sanctuarisé, il n'y a pas d'actionnaire, c'est une société non-profit, une société à but non lucratif qui sanctuarise le capital de Mediapart. Donc Mediapart, voilà, c'est, comment dire, c'est donner du courage à toute la profession en montrant qu'on peut créer des emplois, obtenir des résultats en faisant simplement du journalisme d'intérêt public. Et pas de publicité non plus, hein, devrait. Aucune autre recette que l'abonnement. Voilà. Ok, vous publiez. Le travail de Mediapart, qu'est-ce que c'est que ce nouveau concept, cette nouvelle idée? C'est de montrer à quoi sert le journalisme. Je pense que dans nos réflexions, il faut bien voir que de la même manière qu'il y a une crise de confiance dans la politique, dans la représentation par les élus, eh bien, il y a aussi une crise de confiance dans la représentation de notre vie quotidienne et publique par les médias. Et donc, il faut aussi gagner cette confiance. On ne peut pas se lamenter sur la crise de la presse, la précarité, sans nous-mêmes se battre. Pour que les gens nous fassent confiance, il faut montrer qu'on se bat. Donc Mediapart, on s'est battu et on a surtout défendu ce journalisme d'impact. Montrer que c'est utile, montrer que par nos révélations sur l'évasion et la fraude fiscale, l'affaire Cahuzac en est le symbole, mais ce n'est pas la plus sonnante et trébuchante, on a fait gagner de l'argent à l'État. On a ramené de l'argent indûment détourné qui permet de servir ensuite à construire, on l'espère, des hôpitaux, des commissariats, des écoles, car il ne faut jamais l'oublier, ne pas payer ses impôts, c'est détruire des hôpitaux, détruire des écoles et détruire ce qui sert à un bien commun. Montrer qu'on sert aussi à des prises de conscience de la justice elle-même. Vous savez, sur la grande haute criminalité politico-financière, eh bien, le parquet national financier en France existe par les faits de souffle des révélations de Mediapart. Avec Adèle Haenel, avec toutes nos enquêtes. Une actualité peut-être, hein. Oui. Je rebondis sur l'actualité, lundi s'ouvre le procès de Pardieu. Voilà. Quel rôle, peut-être pour rappel, quel rôle est-ce que Mediapart a joué finalement dans cette affaire? Mediapart a été pionnier avant même qu'on emploie l'expression MeToo. Dans tous les secteurs, hein. La première affaire est une affaire qui concernait le monde politique, un vice-président de l'Assemblée nationale, pour accompagner ce qui est une révolution culturelle. L'écrivaine Lola Lafont, dans un entretien que j'ai fait avec elle dans Mediapart, disait « La seule joie politique de mon existence, c'est MeToo ».
elle-même, dont un viol qu'elle a connu, qu'elle a subi d'un proche, est très présent dans son œuvre. Et au fond, cette question de soulever le couvercle c'est pas qu'il n'y avait pas une parole qu'il aurait fallu libérer, c'est l'écoute qui n'était pas là. De l'ampleur des violences sexistes et sexuelles, le fait que parfois et souvent le violeur, il a la clé de la maison, que ça se passe dans l'intimité familiale. Regardez l'affaire des viols de Mazan. Et puis depuis, vous savez, nous continuons sur les violences faites aux enfants. Qu'est-ce que c'est que Bétarame? Il y a un MeToo de l'enseignement privé catholique, mais plus fondamentalement aussi de l'aveuglement par rapport aux violences commises sur des enfants. Et donc, comment dire, pour moi, vous avez intitulé ça l'engagement. J'ai fait de ce métier un engagement. Je pense que ce métier a une responsabilité sociale. On peut faire après des glorioles, des carrières, des réputations, etc. Mais on doit d'abord être jugé, encore une fois, sur l'utilité de ce qu'on révèle, de ce qu'on découvre. Alors, ça me vaut à la fois des soutiens, ça me vaut pas mal d'adversaires et de noms d'oiseaux, parce que le bon critère dans ces cas-là, c'est l'indépendance. Sur la durée, j'ai 72 ans, ça fait 50 ans que je fais cela à peu près, eh bien, on vous juge sur le fait que vous montrez que vous êtes capable de faire ces révélations dans tous les domaines, face à tous les pouvoirs, quels que soient les dirigeants politiques, quelles que soient les étiquettes politiques. Alors bien sûr, vous avez certains, ils sont très très contents quand on traite Bétarame, parce que ça met en cause potentiellement le Premier ministre Bayrou. Mais ils sont moins contents quand on traite une affaire financière qui concerne un parti de gauche. Voilà, nous, on est indépendants, et l'indépendance, elle a un prix, elle a une valeur, et c'est ce qu'on essaye de défendre. On va prendre